Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans la vie incroyable et intense de Danny Trejo. Vous le reconnaissez sûrement grâce à des films cultes comme Blood In, Blood Out, Con Air, Spy Kids et Machete. Mais saviez-vous que ces cicatrices distinctives ne proviennent pas d'un accident de vélo? Eh oui, cet acteur et restaurateur américano-mexicain de 77 ans a une histoire tout aussi dramatique que les personnages qu'il incarne. Ces dernières années, alors qu'il vieillit, la vie de Trejo a pris un tournant plus tragique. Explorons ensemble le parcours difficile de cet homme remarquable. Né à Los Angeles en 1944, la vie de Trejo a été remplie de plus de difficultés que la plupart d'entre nous peuvent imaginer. Il a grandi dans la rue, participé à des combats de gangs, lutté contre la drogue et affronté des situations de vie ou de mort face à des gangs rivaux. Il a même passé du temps dans plusieurs prisons et s'est retrouvé dans le couloir de la mort avant d'être libéré sur une question technique. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Trejo a changé de vie dans les années 80 lorsqu'il a décroché son premier rôle à Hollywood par hasard et n'a jamais regardé en arrière. Cependant, tout n'a pas été de tout repos à partir de là. Rejoignez-nous alors que nous découvrons les détails tragiques et inspirants de la vie de Danny Trejo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires incroyables. C'est parti, enfance abusive. Né le 16 mai 1944, le jeune Danny Trejo a grandi à Echo Park, Los Angeles, et a dû grandir rapidement. Son père, Dionisio, a fui le Texas pour la Californie après avoir poignardé un homme et a fini par quitter la famille lorsqu'il s'est rendu. Avec son père parti, Trejo partageait une chambre avec ses cousins chez sa grand-mère et s'est rapproché de son oncle. Comme beaucoup d'histoires tragiques, celle de Danny Trejo commence par une enfance abusive. Le documentaire Inmate Number 1, The Rise of Danny Trejo, décrit comment l'acteur de Machete et Breaking Bad a enduré de sévères abus de la part de son père et de son grand-père. Ces abus l'ont rapproché de son oncle Gilbert, qui, bien que lui montrant de l'affection, n'était pas une influence positive. « Tout ce qui m'est arrivé comme il le devait », a déclaré Trejo dans une interview, révélant que sa dépendance à l'alcool a commencé alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. « Je suis ivre 3 jours par semaine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans les familles latino-américaines, il y a toujours beaucoup de bière autour, donc les enfants boivent, et c'est mignon, a-t-il ajouté. L'oncle Gilbert, qui n'avait que 6 ans de plus que Trejo, agissait plus comme un grand frère que comme une figure paternelle. Il était comme le mec cool, se souvient Trejo. Il avait toujours une grosse liasse de billets. Sous la direction de son oncle, Trejo a été initié à la drogue à un très jeune âge et est devenu héroïnomane avant même l'adolescence. Gilbert a également introduit Trejo au crime. Trejo a raconté une fois « Je me souviens avoir donné un coup de main à mon oncle dans la voiture de ma mère. Il disait « Arrête-toi ici, je vais chercher des cigarettes. » Il revenait en disant « Vas-y, vas-y. » Je disais « Enfoiré, je suis dans la voiture de ma mère. » Mais c'était Gilbert. Il pouvait avoir 5 000 $ en poche et voler quand même un magasin pour 80 $. Gilbert a également transformé Trejo en combattant en le battant sans pitié et en le forçant à rester debout ou, selon les mots de Trejo, me faire fracasser la tête. À son adolescence, Trejo avait déjà une connaissance intime du crime et de la vie dans la rue, ce qui allait préparer le terrain pour une vie tumultueuse et dramatique. Éducation violente. On ne survit pas dans les rues où Danny Trejo a grandi sans savoir comment se défendre. Selon Grantland, son oncle Gilbert s'assurait que Trejo était coriace en l'attaquant régulièrement par surprise, le forçant à garder ses gardes levés et à riposter, sous peine de se retrouver avec une lèvre fendue. « J'étais essentiellement son punching ball », a commenté plus tard Trejo. Aussi brutal que fut cet entraînement, il préparait Trejo à une vie de crime et d'incarcération, et plus tard, à une carrière d'acteur. Cela l'a également préparé à la vie dans son coin de Los Angeles, où les gangs de rue rivaux s'affrontaient à main nue pour le contrôle de leur territoire, comme le parc Mission. Là, Trejo a appris une leçon cruciale. Tout le monde est coriace, mais tout le monde n'est pas effrayant. Les gens n'ont pas peur des durs, dit-il. Les gens ont peur des fous.
Pendant cette période, le champion de kickboxing Benny The Jet Urquidez combattait occasionnellement aux côtés de Trejo. Danny ne reculait jamais, se souvient Urquidez. Il était naturel. Il avait un grand cœur et une mâchoire solide. S'adressant à Tony Gonzalez, Trejo a décrit les menaces physiques incessantes et les exigences de grandir à Echo Park, qu'il décrit comme essentiellement un ghetto. C'était la galère, dit-il. Nous étions 2P, Echo Park, et on se battait toujours avec le gang de Temple Street. C'était juste le chaos tout le temps. Tu te bats en allant à l'école, tu te bats en rentrant chez toi, et tu devais tenir les gens hors de ton quartier. Bien que Trejo ait eu un chez-soi avec son père et sa belle-mère, il ne s'entendait pas bien avec l'épouse de son père, qui n'aimait pas les enfants. Cela a conduit Trejo à passer beaucoup de temps dans la rue. Je traînais essentiellement dans la rue, dit-il, ajoutant qu'il avait quelques amis proches avec qui il passait du temps. Il n'est donc pas surprenant que Trejo se soit tourné vers une vie criminelle dès son jeune âge. Un criminel est né. La vie de Danny Trejo a été marquée par une violence croissante et des crimes dès son plus jeune âge. En tant que membre d'un gang de rue à Los Angeles, il est rapidement passé des combats à main nue aux armes à feu, participant à des fusillades en voiture et à des échanges de tirs entre voitures. À un moment donné, il a même braqué des magasins de spiritueux avec des grenades. En réfléchissant à cette période, Trejo a dit « Nous avions beaucoup de pistolets et on n'a pas vraiment envie de s'en prendre à quelqu'un qui a beaucoup de pistolets. Il faut se souvenir, les gens n'ont pas peur des durs, les gens ont peur des fous. » Les années d'abus et d'influences négatives ont endurci Trejo, qui est devenu un criminel redoutable dès son adolescence. Il s'est retrouvé en maison de correction en moins d'1 an et en prison à 18 ans, où il est également devenu accro à la cocaïne. Pendant un bref passage en 1961 dans une prison du comté, il a rencontré Charles Manson, qu'il décrit comme un sale, graisseux, maigre, petit blanc. Après sa libération, les activités criminelles de Trejo se sont intensifiées. Il est passé à des crimes plus mortels, notamment en poignardant quelqu'un au visage avec une bouteille de bière cassée lors d'une bagarre dans un bar. Sa vie a pris un tournant significatif en 1965 lorsqu'il a été arrêté pour avoir vendu de l'héroïne à des agents fédéraux infiltrés, ce qui lui a valu une peine de 10 ans de prison. Il a passé du temps dans plusieurs prisons notoires, dont Folsom, Soledad et San Quentin. Couloir de la mort. En 1968, Danny Trejo a été transféré à la prison d'État de San Quentin, connue pour ses détenus célèbres comme Charles Manson et ses chambres d'exécution, selon le Texas Monthly. Peu de temps après son arrivée, une émeute a éclaté. Bien que Trejo n'en soit pas à l'origine, il n'a pas hésité à y participer, jetant finalement une petite pierre qui a frappé un gardien de prison à la tête. Trejo insiste sur le fait qu'il ne voulait pas blesser le gardien, mais il assume la responsabilité de ses actes en disant « En prison, vous pouvez devenir un peu sociopathe, et je pense que j'ai juste cessé de me soucier. » Cet incident l'a conduit à l'isolement, où il passait le temps à se rappeler ses films préférés, comme Le Magicien d'Oz, encore et encore dans sa tête. Dans un documentaire de 1988, Trejo a réfléchi à cette période sombre. J'étais dans le trou, et c'était comme si je savais, c'est fini. C'est juste terminé, j'en ai fini. J'ai 24 ans, et j'en ai fini. C'est à ce moment-là qu'il a essayé de prier pour la première fois. Il a dit au gardien, « Je suis allé dans le trou en regardant les infractions passibles de la chambre à gaz, et je me souviens avoir dit, « Dieu, si tu es là, tout se passera comme il se doit. Si tu n'es pas là, je suis foutu. » Bien qu'il ne s'attendait pas à s'en sortir, les charges ont finalement été abandonnées. En 1969, Trejo était un homme libre. En réfléchissant à sa vie, Trejo a reconnu que la prison l'avait rendu un peu sociopathe. Cependant, ses expériences ont également ouvert la voie à sa transformation. En isolement, il passait son temps à se rappeler ses films préférés, ce qui l'aidait à maintenir sa santé mentale. Sa libération a marqué le début d'un nouveau chapitre, l'éloignant d'une vie de crime
et le menant vers une carrière d'acteur réussi, une vie post-prison guérissante. Il semble que Dieu ait écouté, car aucun des 3000 détenus n'est venu corroborer les accusations portées contre Danny Trejo. Il a été libéré sur parole en août 1969, le même mois où son ancien co-détenu, Charles Manson, a ordonné les meurtres de Sharon Tate, inspiré par une réunion des alcooliques anonymes à laquelle il avait assisté en prison. Trejo a décidé de changer de vie. Après sa libération, Trejo a travaillé dans divers petits emplois comme jardinier et contremaître, tout en passant ses soirées à des réunions de rétablissement. Initialement, il a été engagé comme figurant dans des films, jouant toujours le rôle d'un membre de gang imposant. Cependant, sa percée est survenue lorsqu'un scénariste et ancien élève de San Quentin sur le plateau a remarqué ses tatouages de prison. Le parcours de Trejo, de l'isolement au statut de star de cinéma à Hollywood, a commencé de manière inattendue sur le plateau de Runaway Train en 1985. Un ami l'avait appelé pour le soutenir dans sa sobriété. Sur le plateau, Trejo a rencontré des acteurs essayant d'incarner des détenus. Ils avaient tous ces types de Brentwood, de Bel Air et de Westwood, a-t-il expliqué dans une interview avec HuffPost, et ils étaient tous déguisés en détenus, avec de faux tatouages. Lorsqu'on lui a demandé s'ils avaient l'air convaincants, la réponse de Trejo a été un non catégorique. Par chance, Trejo a croisé un vieil ami travaillant sur le plateau qui lui a obtenu un emploi pour enseigner à la star du film, Eric Roberts, comment boxer. Le réalisateur a remarqué le talent de Trejo et l'a fait jouer dans le film, lançant ainsi sa carrière désormais emblématique à Hollywood. « J'ai toujours été le membre de gang numéro 1 ou le voyou numéro 1 ou le détenu numéro 1, a-t-il déclaré. Trejo ne s'en souciait pas, disant « C'est ce que j'ai été toute ma vie ». Trejo a maintenant plus de 400 crédits sur son profil IMDb et continue d'en accumuler davantage chaque année. Après Runaway Train, il a été fréquemment suggéré aux réalisateurs et agents de casting, passant progressivement de petits rôles à des rôles principaux. Il est devenu un acteur professionnel, travaillant aux côtés de stars tels qu'Al Pacino et Nicolas Cage, tout en inspirant les jeunes délinquants avec son histoire. L'un de ses rôles les plus remarquables a été dans Machete, 2010, un succès au box-office de 44 millions de dollars, écrit spécifiquement pour lui. Pour ce trafiquant de drogue et braqueur armé condamné qui a autrefois fait face à la peine de mort, passer son 3e acte sur le tapis rouge reste un choc. Comme raconté dans Inmate Number 1, The Rise of Danny Trejo, 2019, il n'a pas oublié qui remercier. « J'ai parlé à Dieu il y a quelques jours et je lui ai dit « Comment je m'en sors ?» Et il a dit « Tu es presque sorti de l'enfer. Continue comme ça. Tu fais du bon travail. » La transformation de Trejo a commencé par un engagement envers le rétablissement alors qu'il était incarcéré. « La prison est l'endroit le plus désespéré du monde », a partagé Trejo dans une interview. Malgré cela, le travail des défenseurs de la sobriété en prison lui a offert une bouée de sauvetage. « J'ai rencontré un gars nommé Johnny Harris en prison. Il était conférencier et je l'ai vu dans 4 pénitenciers différents, mais j'étais toujours le détenu, a-t-il poursuivi. Il est mon parrain depuis 1963. Bien que Trejo n'ait pas atteint la sobriété en 1963, cela s'est produit en 1969, les bases étaient clairement posées. Après sa libération en 1969, selon Texas Monthly, il n'avait aucun intérêt pour les drogues, l'alcool ou le crime, même lorsque son oncle lui offrait des opportunités. Au lieu de cela, Trejo a boxé pour de l'argent et a fait divers petits boulots avant de devenir conseiller en toxicomanie, un rôle qu'il occupe encore aujourd'hui à temps partiel. Quelle légende! Son célèbre tatouage de Salma Hayek. À peine sorti de son premier grand succès cinématographique, le réalisateur de 23 ans, Robert Rodriguez, préparait son prochain film avec Antonio Banderas et la nouvelle venue Salma Hayek. Il avait besoin d'un assassin silencieux et menaçant avec une présence marquante. « Trouvez-moi quelqu'un qui a vraiment l'air menaçant parce qu'il n'aura pas de dialogue »,
a ordonné Rodriguez au directeur de casting. Lorsque Danny Trejo est entré, Rodriguez a été stupéfait. Putain de merde, c'est qui ce type? Il a l'air effrayant à mort. Salma Hayek, d'une beauté époustouflante, était un peu réticente à l'idée de rencontrer Trejo, un ex-prisonnier devenu acteur. Trejo, désireux de briser la glace, lui a montré son tatouage. « C'est une image de toi, chérie », lui a-t-il dit. La réaction de Hayek l'a surpris. « Les gens ont peur de toi, Dan. Nous sommes sur un plateau de tournage et les gens ont peur de toi à cause de ce look. » Malgré son apparence rude et son passé, Trejo a ressenti une vague de dégoût de soi, hanté par la croyance qu'une fois criminel, on reste toujours un criminel. Il oubliait souvent le mal et le chaos qu'il avait causé dans son passé. Mais Hayek voyait au-delà de son apparence. La veille de Thanksgiving, 2 mois après le tournage, elle a appelé Trejo et l'a invité à dîner avec sa famille pour Thanksgiving. Touché par sa gentillesse, Trejo a failli pleurer dans la salle de bain. Je ne pouvais pas croire qu'elle soit si merveilleuse, si gentille, incroyablement gentille, mec. Salma Hayek a partagé une histoire émouvante sur sa première rencontre avec Danny Trejo lors de l'émission The Graham Norton Show. En discutant des tatouages de fans, Hayek a mentionné Trejo, qui venait de sortir de prison lorsqu'il a rejoint le tournage de son premier film. On lui avait dit qu'il avait passé de nombreuses années en prison pour braquage de banque et qu'il avait appris à jouer en prison. Lors de sa rencontre avec Hayek, Trejo a couru vers elle, a arraché sa chemise et a révélé un tatouage qu'il avait fait en prison et qui ressemblait étrangement à elle. Et bien sûr, il y avait une image d'une femme qui ressemblait exactement à moi. Le corps était un peu mieux, mais faisons comme si... exactement comme moi, sur sa poitrine, a raconté Hayek. Trejo, heureux d'être sorti de prison, lui a dit qu'il braquerait une autre banque rien que pour elle. Cette rencontre mémorable a marqué le début d'une amitié durable et un tournant significatif dans la vie de Trejo, montrant au monde l'homme qu'il était devenu. Héros dans la vraie vie. Danny Trejo, mieux connu pour ses rôles de dur à cuire dans des films comme Machette, s'est avéré être un héros dans la vraie vie lorsqu'il a aidé à sauver un bébé piégé dans une voiture renversée. L'incident s'est produit dans le quartier de Sylmar à Los Angeles, à l'intersection de Hubbard Street et Jackman Avenue. Trejo se trouvait dans les environs lorsque 2 voitures sont entrées en collision, provoquant le renversement de l'une d'entre elles, un SUV. Dans une vidéo partagée après l'incident, Trejo, natif de Los Angeles, a expliqué « Une dame a brûlé un feu rouge et a percuté cet Explorer et l'a renversé. Il y avait un bébé à l'intérieur et une grand-mère. » Réagissant rapidement, Trejo s'est glissé dans la voiture renversée d'un côté, mais n'a pas pu atteindre le siège auto de l'enfant. À ce moment-là, une passante, que Trejo a décrit comme une « jeune femme », est intervenue et a défait la ceinture. Ensemble, ils ont réussi à sortir le bébé du véhicule. 3 personnes ont été transportées à l'hôpital le plus proche avec des blessures non mortelles. Bien que Trejo soit loué pour son héroïsme, il a humblement expliqué « La seule chose qui a sauvé ce petit garçon, c'est son siège auto, honnêtement. » Quant à savoir pourquoi il est intervenu, Trejo a dit aux journalistes « Tout ce qui m'est arrivé de bien est arrivé en conséquence directe d'avoir aidé quelqu'un d'autre. » Cet acte de bravoure met en lumière l'engagement de Trejo envers sa communauté et l'impact profond de sa transformation de vie, passant d'un passé troublé à une vie de service et d'héroïsme. Incident tragique du 4 juillet. ABC News a récemment rapporté que le légendaire acteur de 80 ans, Danny Trejo, a été impliqué dans une bagarre lors du défilé du 4 juillet à Sunland Tujunga à Los Angeles. L'altercation a commencé lorsque quelqu'un aurait lancé un ballon d'eau sur la voiture de Trejo alors qu'il participait au défilé. Dans une interview, Trejo a partagé sa version des faits, expliquant que la situation s'est aggravée après que quelqu'un a prétendu que l'un des ballons qui avait touché sa voiture était rempli d'acide. Honnêtement, je suis tellement triste. Je suis tellement triste d'avoir agi comme j'ai agi, a déclaré Trejo.
Je suis tellement triste que des hommes adultes doivent jeter des ballons d'eau pour profiter d'une journée. Je ne pense même pas que je serais sorti de la voiture si quelqu'un n'avait pas crié « C'est de l'acide ». C'est là que j'ai paniqué. Il a poursuivi. Je suis sorti de la voiture et puis, boum. Un ballon m'a touché et j'ai levé les yeux et vu un gars tenant un ballon d'eau. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Trejo a également exprimé sa conviction que l'attaque contre sa voiture était motivée par des raisons raciales. Je suis juste triste qu'il y ait encore des gens des années 50 et 60 qui ressentent la même chose. Personne d'autre n'a été visé, a-t-il dit. Malgré l'incident, il a assuré à tout le monde qu'il allait bien. Je vais bien. Il ne pouvait pas me blesser, a-t-il dit. Je serais embarrassé si j'attaquais un homme de 80 ans et qu'il continue de parler et de rire. Un ami de Trejo a montré des ecchymoses sur ses bras à cause de la bagarre, affirmant que les agresseurs auraient piétiné ses bras et lui auraient maintenu les bras au sol. Bataille secrète contre le cancer du foie. En 2010, Danny Trejo a été diagnostiqué d'un cancer du foie. Malgré ses premières années de vie difficiles et son âge, Trejo ne s'attendait pas à un tel diagnostic, affirmant avoir essayé de rester en bonne santé au fil des ans. Il a dit « Vous savez, le cancer ne fait pas de discrimination. Vous pouvez être en bonne santé, mais il vous rattrapera quand même. J'avais une tumeur de 10 cm dans le foie et ils ont dit qu'elle était trop grosse pour commencer la chimio. Recevoir un tel diagnostic est difficile, mais devoir garder la nouvelle pour soi et la partager uniquement avec sa famille proche ajoute une autre couche de difficulté. Trejo a confié qu'il était réticent à rendre publique sa maladie parce qu'il venait de signer plusieurs contrats cinématographiques lucratifs. Le problème, c'était que j'avais environ 6 contrats déjà signés et je gagnais beaucoup d'argent. Je ne pouvais donc dire à personne que j'avais un cancer. Je dis toujours que j'ai simplement souffert en silence. Cependant, Trejo ne s'est pas laissé aller à l'apitoiement. Au début, je me suis dit « Mon Dieu, pourquoi moi ?» Puis l'idée m'est venue « Comment aimerais-tu avoir 12 ans et avoir un cancer ?» Heureusement, ce chapitre est maintenant derrière lui. Il a poursuivi « Ils m'ont fait des injections directement dans la tumeur, 3 fois, 7 aiguilles, et boum. Après environ 6 mois, je suis revenu, et ils m'ont dit « Vous êtes en rémission. » Malchance avec le mariage. Danny Trejo n'a peut-être pas le charme de Brad Pitt, mais en tant que figure multimillionnaire d'Hollywood avec une histoire romantique complexe, il n'a pas manqué de relations au fil des ans. Cependant, trouver un équilibre entre attraction et stabilité matrimoniale s'est avéré difficile. Trejo a eu des relations importantes dans son passé, notamment son mariage avec l'actrice Debbie Shreve, connue pour des films comme High Hopes et Tennis, Anyone. Leur mariage a duré de 1997 à 2009, une durée notable dans le monde rapide des unions hollywoodiennes. De ce mariage, Trejo a 2 enfants, Daniel et Gilbert. En dehors de son mariage, Trejo a des enfants issus d'autres relations, notamment Danny Boy, Esmeralda et José, bien que les détails sur leur mère et les relations soient moins accessibles au public. L'une des femmes mentionnées est Maeve, avec qui Trejo a discuté de sujets personnels avant de publier son autobiographie « Trejo, My Life of Crime, Redemption and Hollywood ». Dans une interview, Trejo a réfléchi sur son histoire matrimoniale et la dynamique familiale, en particulier concernant l'influence de ses parents absents. Il a parlé avec franchise des complexités de ses relations, déclarant « Pourquoi pensez-vous que vous avez été marié et divorcé 4 fois? Pourquoi pensez-vous que vous avez eu des enfants avec des femmes avec lesquelles vous n'étiez pas marié? Tout cela fait partie de l'histoire. » Trejo a raconté un moment poignant avec Maeve, se souvenant de sa visite chez sa mère lorsque leur fils, Gilbert, est né, réfléchissant aux défis émotionnels de son éducation et à son impact sur ses relations. La découverte sur son ancêtre qui aurait pu changer la vie de Danny. Danny Trejo, connu pour son allure dure et ses rôles variés au cinéma, a grandi avec une compréhension limitée de l'histoire de sa famille,
notamment du côté de sa mère en raison de son absence pendant son enfance. Élevé à Los Angeles dans ce qu'il décrit comme une culture de machisme toxique, la vie de Trejo semblait destinée au chemin familier du travail dans la construction ou à l'attrait de la vie de gang. Cependant, lors d'un épisode révélateur de Finding Your Roots, Trejo a découvert un chapitre surprenant de son ascendance qui a éclairé un autre récit. L'animateur Henry Louis Gates Jr. a guidé Trejo dans la découverte que son arrière-grand-père, Cirilo Garay, avait immigré aux États-Unis depuis le Mexique en 1918 avec sa famille, cherchant une vie meilleure dans des circonstances difficiles. Les luttes initiales de Garay, en tant qu'ouvrier agricole au Texas dans des conditions sévères, étaient inconnues de Trejo jusqu'alors, le laissant profondément ému par cette nouvelle histoire familiale. Apprendre que Garay a finalement prospéré, possédant une maison et une épicerie en 1930, a rempli Trejo de fierté et de gratitude. « Merci de nous avoir donné à tous une chance », a réfléchi Trejo, reconnaissant la résilience qui a ouvert la voie aux générations futures. Cependant, les révélations ne s'arrêtèrent pas là. Trejo a également découvert des détails sur sa grand-mère maternelle, Josefa Garcia, qui a immigré du Mexique en 1904 et est devenue citoyenne américaine. La connaissance des racines de sa famille à San José del Cabo, où son arrière-arrière-arrière-arrière, grand-père, Luciano Agúndez, possédait des terres étendues, y compris un grand ranch, a apporté à Trejo une immense joie et un sentiment plus profond de connexion à son héritage. En réfléchissant à l'impact de ces révélations, Trejo a exprimé un sentiment de fierté et d'émerveillement. « Je crois sincèrement que cette histoire aurait pu changer la vie de toute ma famille, » a-t-il remarqué, en contemplant comment la connaissance de son héritage ancestral aurait pu modifier ses premières perceptions et opportunités. Pour Trejo, qui a toujours chéri Cabo San Lucas comme destination de vacances, découvrir les liens de sa famille avec la région a été particulièrement significatif. Savoir que, lorsque je descendais à Cabo San Lucas, ma famille possédait une partie de cette terre, s'est-il émerveillé, reliant ses expériences personnelles à ses nouvelles racines historiques. En fin de compte, l'expérience de Finding Your Roots a illuminé l'identité et les origines de Trejo de manière profonde. Je pense que cela a mis en lumière qui je suis, d'où je viens et de qui je descends, a-t-il conclu, soulignant sa fierté pour son héritage et le parcours qui a façonné sa vie remarquable. Sa vie a pris un tournant. Le parcours de vie de Danny Trejo a été tout simplement extraordinaire, compte tenu de ses débuts modestes dans un quartier défavorisé de Los Angeles, comme l'a détaillé Grantland. Bien qu'il ne soit pas né dans la richesse, Trejo a amassé une fortune considérable, actuellement estimée à 8 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. Ce succès financier contraste fortement avec ses débuts difficiles, y compris une période d'isolement en prison. Contrairement à de nombreuses célébrités, Trejo ne fait pas étalage de sa richesse. Il possède une maison confortable de 4 chambres et 5 salles de bain à Mission Hills qui, bien que luxueuse, reflète son approche terre-à-terre de la vie. TMZ a rapporté que Trejo a acheté cette maison pour 550 000 $, un investissement significatif mais modeste comparé au prix extravagant de l'immobilier en Californie du Sud. Dans sa vie personnelle, Trejo a navigué à travers plusieurs mariages et relations. Son mariage le plus long a été avec l'actrice Debbie Shreve, de 1997 à 2009, comme le note The Blast. Malgré leur séparation en 2007 et la procédure de divorce qui a duré jusqu'en 2019, Trejo et Shreve ont maintenu une relation amicale, collaborant sur des initiatives caritatives liées à la sensibilisation à l'autisme, une cause qui leur tient à cœur car 2 des enfants de Trejo sont touchés par l'autisme. La dévotion de Trejo pour ses enfants est évidente, lui-même les décrivant comme sa plus grande réussite dans une interview avec Variety. Il a été profondément impliqué dans leur vie, les soutenant dans leurs défis personnels, y compris les problèmes de toxicomanie auxquels certains de ses enfants ont été confrontés.
Les propres expériences de Trejo avec l'addiction et le rétablissement ont influencé son approche parentale en mettant l'accent sur l'importance des systèmes de soutien comme les groupes en 12 étapes, comme l'a détaillé Men's Health. Au-delà de sa carrière d'acteur, Trejo s'est diversifié dans le secteur de la restauration, réalisant un rêve de longue date inspiré par les talents culinaires de sa mère. Il a lancé Trejo's Tacos, Trejo's Cantina et Trejo's Coffee and Donuts, des établissements qui sont devenus populaires à travers la Californie et au-delà, comme l'a rapporté le Los Angeles Times. Son dévouement à la cuisine s'étend également à un livre de recettes où il partage ses plats préférés, incarnant sa philosophie du partage et du don. L'engagement de Trejo envers le service communautaire et la philanthropie est une pierre angulaire de sa vie. Honoré par le conseil municipal de Los Angeles pour ses contributions à la promotion de la sobriété, Trejo a également fait preuve de générosité en temps de crise, comme en fournissant des repas gratuits aux travailleurs hospitaliers pendant la pandémie, comme l'a souligné ABC7. Ses actions héroïques, y compris le sauvetage d'un enfant d'une voiture renversée, soulignent encore son dévouement inébranlable à aider les autres, une valeur qui lui a été inculquée dès son plus jeune âge. En réfléchissant à son parcours, de l'adversité au succès, Trejo reste ancré et spirituellement connecté. Ses mémoires, Trejo, My Life of Crime, Redemption and Hollywood, publiés par Simon & Schuster, relatent ses expériences transformatrices et servent d'inspiration pour beaucoup. La résilience de Trejo, couplée à son humilité et à sa compassion, continue de définir son héritage, tant comme icône d'Hollywood que comme un phare d'espoir pour ceux qui font face à des défis. Likez, commentez et partagez pour soutenir notre chaîne. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de la vie de Danny Trejo. Dites-nous quelle célébrité vous aimeriez que nous abordions ensuite. À bientôt!